Hello à tous, c'est Yohan Bassinet et Irina Nikou, cofondateurs de Convertera, le premier accélérateur de croissance e-commerce. Alors nous sommes de retour avec un nouvel épisode d'e-commerce Geeks. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter Géraldine Blanc et Jordan Parangon de Formilab, la marque de mobilier artisanal sur mesure. Depuis leur début, il y a 4 ans, elles ont connu une forte croissance. Et dans cet épisode, on va discuter avec elles de leur histoire, de comment elles ont trouvé leur product market fit. Elles vont aussi nous partager les stratégies qui ont fonctionné pour elles, quelles sont les choses qu'elles auraient aimé savoir avant de se lancer et qui auraient pu leur éviter des erreurs. On va aussi discuter de plein d'autres sujets. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec notre discussion. Bonjour Géraldine, bonjour Jordan. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous sur e-commerce Geeks. Ravi également. Bonjour. On s'était rencontrés en 2016, un événement dédié aux startups à Paris. Je pense que vous veniez tout juste de lancer Formilab. Étant moi-même passionnée de design et d'architecture, je dois avouer que votre pitch m'avait tout de suite conquis. Alors depuis, Formilab est devenu la référence dans la création artisanale de mobilier sur mesure. Je ne vais pas en dire plus, vous l'expliquez mieux que moi. Pourriez-vous présenter Formilab en quelques mots et nous en dire un peu plus sur vous ? Oui, en quelques mots déjà, vous avez raison, c'est lancé en mai 2016. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. Géraldine et moi, on s'était rencontrés sur les bancs de la fac. C'est ça, le vrai début de notre histoire. Mais quand après une première expérience professionnelle dans le marketing, la communication dans des grands groupes, on s'est rendu compte qu'on avait envie d'autre chose, d'évoluer dans un projet qui était plus personnel, mais aussi de travailler sur des produits peut-être qui avaient plus de sens pour nous. Ça nous a semblé évident d'essayer de réfléchir ensemble à un projet. Donc c'est devenu Formilab parce que Géraldine un jour a voulu faire une table pour chez elle et elle s'est rendue compte des freins qu'il y avait encore à faire de la création artisanale, de briefer un artisan, de comprendre les coûts, etc. Voilà, donc cette envie de créer et cette envie de travailler sur ce projet-là, voilà, finalement ce déclic artisanal et ce projet de Géraldine, rapidement on l'a transformé en Formilab. L'idée de départ, c'est rendre la fabrication artisanale et sur mesure accessible à tous en quelques clics via un ordinateur et vraiment de démocratiser et de donner la possibilité à chacun de faire appel au savoir-faire des artisans. Donc ça, c'était le point de départ il y a 4 ans et c'est toujours le cœur de ce qu'on fait, même si effectivement l'entreprise a pas mal évolué depuis et on va certainement en parler plus en détail. En effet. D'ailleurs, Géraldine, est-ce que tu peux revenir un peu sur les débuts de Formilab, sur comment t'es venue l'idée et sur le besoin en fait que tu avais remarqué sur le marché ? Donc, c'était un besoin personnel. En fait, on venait d'acquérir une maison et on commençait à réfléchir à des idées de décoration et j'avais des enfants en bas âge, j'avais pas forcément le temps de courir toutes les boutiques et puis surtout j'étais très inspirée par de magnifiques photos d'intérieur que je pouvais croiser sur Pinterest et autres avec des tables en bois massives avec une belle finition un peu vieillie, des tables qui finalement respirer le vécu, l'artisanat et clairement quand j'allais sur des sites regarder ce qui existait sur le marché, tout se ressemblait, rien ne dégageait grand chose en fait. Et pour moi, la table c'était une pièce centrale de ma maison. C'est vrai que c'est là qu'on reçoit nos amis, qu'on peut travailler avec les enfants, qu'on se retrouve finalement. Donc c'est une pièce vraiment importante. Et je voulais qu'elle dégage cet esprit convivial. Je voulais quelque chose finalement qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas mal d'amis qui passaient par le même processus et qui galéraient finalement pour trouver une jolie table. J'ai eu l'idée de demander à un artisan de me la faire et c'est vrai que c'est pas simple, c'est ce que disait Jordan, de suivre une fabrication, de négocier un prix, etc. C'est vraiment pas très facile. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on en a discuté un peu plus avec Jordan et qu'on s'est dit que il y avait vraiment quelque chose à faire, qu'on vivait dans une société où tout se ressemblait et on se voyait bien réfléchir à un concept qui sort de l'ordinaire, bouleverser un peu les codes avec des produits un peu tous uniques,
qui correspondent vraiment aux besoins des clients, qui fassent appel à des artisans avec beaucoup d'humains. Du coup, finalement, c'est de produire aussi à la demande. On trouvait ça intéressant plutôt que de produire des quantités de stock à l'autre bout de la planète. L'idée, c'était de faire travailler des artisans localement, de refaire vivre des savoir-faire ancestraux. Voilà, tout ça nous parlait énormément, semblait vraiment cohérent avec notre besoin de sens qu'on avait à ce moment-là et qu'on trouvait aussi vraiment là autour de nous. Ce besoin de sens, on le sent un peu partout, encore plus aujourd'hui peut-être qu'il y a 4 ans. Et voilà aussi d'où vient cette histoire. Oui, en fait, ça me parle beaucoup, l'histoire, ce que tu racontais avec la table que tu avais vue, en ligne et je me rappelle et je crois que c'est la table River ou, Rivière, que vous avez aussi, que j'avais vue peut-être il y a des années sur Pinterest et que j'arrêtais pas de la voir et à un moment donné, je me suis dit: «Elle était trop belle» et je me suis dit: «Bon, je vais chercher sur internet» et c'était une entreprise aux États-Unis ou enfin qui avait fait la première et c'est vrai qu'en tant que consommateur, on se dit: «Bon, enfin, c'est c'est inaccessible, enfin, on va pas la commander, de l'autre côté de l'océan» et aussi, comme tu disais, c'est un grand projet de se dire: «OK, bon, je vais aller chercher un artisan, je vais le faire sur mesure». Donc effectivement, ça répond à un vrai besoin et je peux vraiment comprendre le processus. Quand vous avez créé, Formilab, comment vous êtes pris au tout début? Jordan, il me semble qu'au tout début, tu avais créé toi-même le site. Comment ça s'est passé? On s'est tout de suite dit avec Géraldine, si on veut s'assurer que le concept ait du potentiel, il faut qu'on voit s'il y a des clients qui sont prêts à nous acheter. Et s'il y en a 1, 2, 3, bah, rien ne nous empêchera ensuite d'en avoir 10, 100, 1000. Donc on s'est dit, pour donner vie à ce concept, on a besoin essentiellement de 2 choses. D'abord des artisans. Et ça, c'est Géraldine qui s'est mis en chasse. Elle est allée chercher de l'inspiration sur Internet, regarder effectivement où étaient les savoir-faire et embarquer avec nous dans notre aventure qui n'existait pas encore, des gens qui croyaient en tout cas en notre projet, en nos valeurs et dans l'ambition qu'on avait effectivement de rendre accessible sur mesure. Donc ça, c'était vraiment sa mission. Elle pourra vous en reparler. Et d'un autre côté, il fallait, pour rendre accessible que les gens le voient, donc il fallait un site. J'ai évidemment pas du tout cette formation, mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est simple si on le souhaite de créer un site. Donc voilà, on a pris un modèle WordPress, on l'a adapté, on y a intégré un Typeform avec des options pour vraiment montrer ce que pourrait donner ce sur-mesure en quelques clics. Et voilà, à partir de la première discussion qu'on a eue avec Géraldine au mois de novembre, au mois de janvier, on s'est dit OK, voilà, on va se lancer, on va se mettre en recherche. On a pu se lancer en mai avec juste du temps passé, pas d'investissement, et le site a vu le jour avec déjà voilà au départ peut-être une 50aine de créations et surtout voilà la volonté de montrer ce qu'on avait envie de proposer. On s'est servi beaucoup des réseaux sociaux au début et de notre réseau personnel en postant des premières photos, en demandant à nos amis de partager. Et les choses ont pris très rapidement et dès le premier mois, voilà, on a eu une première commande, puis une deuxième commande et pour nous c'est ça, enfin ce qu'on appelle le product market fit. Après il faut le décliner à plus grande échelle. Mais pour nous, c'était hyper important de se dire que des gens étaient capables, en ligne, d'acheter une création sur mesure qu'ils n'auraient pas vue avant et qui serait fabriquée uniquement à la demande. Et voilà, le fait qu'il y ait un client, pour nous, montrait qu'il y avait un besoin. Et ça, c'était hyper important. Et comment vous avez fait pour trouver vos premiers clients? Quelle a été la stratégie au tout début? Déjà, il y avait les amis et la famille. Bon, ça, c'est la première commande. Non, mais clairement, les réseaux sociaux nous ont permis de rendre notre offre visible et de créer du trafic sur le site. C'est comme ça qu'on a fonctionné dès le départ. À ce moment-là, Facebook marchait encore très bien pour ce genre de choses. Aujourd'hui, suite au changement d'algorithme, les choses évoluent évidemment, mais Facebook clairement a été un super biais à ce moment-là pour créer du trafic sur le site.
Donc les réseaux sociaux pour nous étaient hyper importants, et non seulement pour créer du trafic sur le site, mais aussi pour tester nos idées, nos produits. On voyait parfois qu'il y avait un engouement incroyable pour certaines créations plus que d'autres, et ça nous a aussi permis d'adapter notre offre finalement en temps réel. Oui, les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de tester une offre, par exemple en regardant l'engagement ou les commentaires sur les posts. Alors, ce qui fait la différence de Formilab, c'est vraiment la création sur mesure avec des artisans. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi ce business model plutôt que de créer vos propres produits avec du stock ou prendre un business model plus classique ? Je pense qu'on, de par notre passé, avant Formilab, on a travaillé beaucoup dans l'innovation avec Jordan, et pour nous, enfin voilà, pour émerger, il fallait innover. Ça, c'est une première chose. Donc, arriver avec des produits différents, une offre différente. Après, au niveau du business model, évidemment, la création sur mesure avait potentiellement vraiment la possibilité de plaire, de trouver des clients. Évidemment, le business model derrière, c'est un business model qui n'existait pas encore et qui était complexe, c'est sûr, à mettre en œuvre, parce que c'est beaucoup plus facile de tout produire en avance, de négocier des super prix de production finalement en produisant très loin, de tout stocker près de chez soi et d'envoyer au fur et à mesure, que de produire à la demande, d'organiser un transport à l'unité pour chacune des créations. On n'en parle pas trop pour l'instant, mais c'est beaucoup d'étables, et très rapidement, quand on a lancé le site, c'était beaucoup de tables. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe à gérer. Donc, au départ, l'idée, c'était déjà de faire émerger le besoin, de montrer qu'on avait des clients, et tout en se disant que le business model, les process évolueraient aussi avec l'évolution de la société. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est une production à la demande. Après, elle a d'autres intérêts, cette production à la demande. On est sur du sur-mesure, donc il n'y a pas de retour sur le sur-mesure. C'est aussi une façon de protéger nos artisans. Mais évidemment, quand on crée une table qui correspond à un besoin très particulier, il n'y a pas de retour possible. Et puis, ce qui est vertueux dans le business model, c'est que on n'a pas de stock, donc c'est vrai que quand même, c'était une manière pour nous de s'assurer que on n'aurait pas besoin de payer en avance pour des choses qui potentiellement pourraient ne pas marcher, même si on avait des convictions très fortes en termes de création. Aujourd'hui, voilà, on achetait à l'artisan que ce qui nous était commandé par le client. Donc, ça nous a aussi permis, on parlait d'investissement tout à l'heure sur le site, ou de non-investissement sur le site à part notre temps passé. Ça nous a aussi permis de ne fabriquer que ce qui marchait. Et je reviens un peu sur juste la notion de marketplace dont vous avez parlé, mais pour nous, ce qui était important, c'était de créer une marque qui dit que, voilà, il y a quand même des artisans qui fabriquent depuis la nuit des temps du mobilier sur mesure. Nous, ce qui fait la différence, c'est effectivement la curation, la sélection et de création, mais c'est surtout l'univers de Formilab. Et dès le début, et je pense que ça a été une des clés du succès du début, c'est il y a un univers très très fort qui se dégageait de Formilab, un type de création, une cohérence en tout cas dans l'offre qu'on proposait, et je pense que c'est ça aussi que les gens aiment, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans Formilab ce qu'on va chercher dans nos marques préférées, mais c'est une marque qui ne fabrique qu'à la demande. Donc c'est voilà, prendre ce qu'il y a de bien dans l'univers des marques. Voilà, on s'y identifie, on adhère à des valeurs, mais par contre on ne fait que ce dont on a besoin, et voilà. Et donc ça a un côté vertueux pour la planète, mais encore une fois pour la trésorerie, c'était hyper important pour nous de ne pas se stocker sur des choses qui potentiellement pourraient ne pas fonctionner. Et c'est clairement très important, parce que même si on peut avoir une certaine intuition que tel produit va mieux se vendre, c'est finalement le marché qui décide, qui nous indique dans quel sens il faut aller. De plus, avec une production sur mesure, c'est une manière de produire plus responsable, et vous avez donc aussi la possibilité de personnaliser le produit pour chaque commande, ce qui n'est pas le cas pour d'autres marques. Ouais, de pouvoir évoluer au fur et à mesure avec les besoins des clients. Enfin, Géraldine en parlait sur les réseaux, mais ça permet aussi effectivement de faire évoluer l'offre de manière hyper simple. Enfin,
rien n'est jamais complètement ça, mais en tout cas, c'est assez, voilà, c'est pas des process lourds et on a pu vraiment suivre aussi ce que nous disaient les clients, les besoins qui, eux, nous faisaient remonter. Donc ça nous a permis, voilà, d'évoluer rapidement avec nos clients. Et encore aujourd'hui, donc on va sûrement en parler, mais on n'est plus sur une clientèle de professionnels. Et on recevait énormément de demandes de bureaux modulables, des tables qu'on peut séparer, qu'on peut déplacer, etc. Et on n'avait pas forcément l'offre adaptée. Et on l'a créée, du coup. On a lancé récemment une offre vraiment work, destinée au bureau avec des formats individuels, modulables, des tables qu'on peut réunir, séparer, etc. Et ça, c'est vraiment venu suite à beaucoup de demandes de nos clients. Donc, on est toujours très à l'écoute des besoins de nos clients. Étant dans le sur-mesure, on a toute l'information qui nous vient et c'est un super baromètre pour redéfinir et affiner notre offre au fur et à mesure. Oui, ça permet d'être plus agile. Alors, il y a beaucoup d'avantages à ce modèle, mais il y a aussi sûrement des défis. Je pensais surtout au délai de production, délai de livraison qui, j'imagine, sont un peu plus longs. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour créer une table sur mesure, mais dans le contexte de la fast fashion, de la livraison en 24 heures et des consommateurs qui sont souvent impatients, est-ce que ça a été un point de blocage pour certains de vos clients? C'est sûr que quand un client est habitué à acheter sur des plateformes comme Amazon et à être livré le lendemain en un jour ouvré, c'est très différent puisque nous, on a le temps de fabrication et de livraison en effet. Après, sur les produits qu'on fabrique, on fait énormément déjà d'éducation. Hein. On explique à nos clients comment ça se passe. La table, elle est créée en fonction de ses besoins. On commande les matériaux, ensuite on lance la production, ensuite on check la qualité, ensuite on organise la logistique. Tout ça, ça prend en moyenne 8 à 10 semaines pour une table sur mesure, par exemple. Mais finalement, on se rend compte que en fait, on n'est pas très éloigné de la production industrielle. Pour ne pas les citer, un mail.com n'est pas beaucoup plus efficace que nous sur les délais, même plus longs souvent. Donc en fait, voilà, évidemment, il y a certains sites qui vendent plus rapide, mais nos clients en général sont compréhensifs. Sauf peut-être au moment de Noël où ils ont absolument envie de leur table pour faire un magnifique dressage au plus tard le 24 décembre. Mais sinon, ils comprennent et ils sont prêts à attendre pour avoir une table qui sort de l'ordinaire. Et là-dessus, étant donné que nos tables, ils peuvent pas les trouver ailleurs, finalement, la question ne se pose pas forcément pour eux. Oui, donc c'est finalement un compromis entre avoir le meuble dans ton rêve et les délais de fabrication, de livraison. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, la manière dont ils consomment est aussi importante que ce qu'ils consomment. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde et pour tous les produits, mais les mentalités évoluent quand même. Je pense que Formilab est aussi un reflet essaie d'être un reflet aussi de la société actuelle. Et vous parlez de fast fashion, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en reviennent aussi dans ce domaine-là. Donc voilà, je pense qu'on a su capter l'air du temps. Et c'est vrai que même s'il faut faire de la pédagogie, on se rend compte que le message, il est assez bien et facilement compris parce que ça correspond aussi à un message plus global qu'on a en ce moment, dans nos économies sur comment on consomme mieux et ce que ça coûte entre guillemets de consommer mieux, pas forcément qu'en argent, mais en tout cas en temps. Oui, ça prend du temps de fabriquer, mais ça fait partie de l'histoire de nos produits. Oui, et c'est vrai qu'on se dirige aujourd'hui, enfin en tout cas je l'espère, vers une consommation plus responsable et on l'a vu encore plus cette année, cette prise de conscience. Je voudrais aussi m'attarder un peu plus sur la manière dont vous travaillez avec les artisans. Comment vous trouvez les artisans? Ou quel est le processus de sélection? Alors il y a pas une seule manière. On n'a pas une manière magique, mais il y a énormément de bouche à oreille parce que c'est vrai que c'est important. Voilà, on les trouve pas sur Google, hein, et finalement il nous faut aussi une caution quand on commence à travailler avec un artisan, mais c'est pas évidemment la seule façon. Il nous faut surtout
avoir un bon feeling, c'est avant tout l'humain. Il faut qu'on comprenne comment on va pouvoir travailler ensemble. Pour nous, la communication est hyper importante. Il faut que nos artisans aient les mêmes valeurs que nous, la même envie de réaliser une création qui soit parfaite, un service qui soit au top, parce que nous, on veut rendre d'abord nos clients heureux et on a besoin d'eux pour ça. On peut pas le faire tout seul. Il nous est malheureusement arrivé d'arrêter de travailler avec un ou deux artisans parce que ils n'étaient pas assez réactifs. Et pour nous, c'est vraiment important. On souhaite apporter de la transparence à nos clients, de la réactivité. On veut pouvoir les rassurer, on veut pouvoir les aider à se projeter un maximum. Et pour ça, on a besoin de nos artisans. Donc voilà, on travaille avec des artisans qui ont cette même envie que nous. Après, on travaille avec des artisans qui sont sur Paris, en Bretagne, dans le sud de la France, mais aussi dans les pays limitrophes. On travaille avec d'autres pays que la France. On n'est pas uniquement centré sur l'artisanat français, même si on trouve ça très bien, parce que tout simplement, on trouve d'autres savoir-faire dans d'autres pays qu'on ne trouve pas forcément en France. On trouve d'autres matériaux comme typiquement certains bois recyclés qu'on ne trouve pas facilement en France. On en trouve plus, par exemple, en Hollande. Voilà, on trouve d'autres savoir-faire. On a parfois aussi des coups de cœur pour certains designs qui n'existent que, voilà, par exemple, en Allemagne ou autre. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de limite géographique, évidemment. Pour nous, ça fait du sens d'être le plus proche possible de nos clients, ça c'est sûr. Mais globalement, voilà, on fait appel à des artisans en Europe, au-delà de la France. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on s'entoure d'artisans qui sont à la fois en mesure de répondre à une demande à l'unité, puisqu'on n'a pas de minimum de quantité chez nous, et qui sont également capables et assez armés pour répondre à des demandes plus larges, parce que évidemment nos clients vont du particulier au grand compte. On a régulièrement des grosses commandes et auquel cas il faut que nos artisans soient armés pour ça et la possibilité d'avoir un atelier qui soit assez vaste pour créer. Et ça, c'est hyper important pour nous, en effet, de pouvoir adapter, orienter nos clients vers le bon artisan en fonction de chaque projet, et d'avoir aussi une complémentarité du coup, au niveau du petit ou gros projet. Vous avez mentionné l'Allemagne, les Pays-Bas. Du coup, je me posais la question en termes de livraison, vu que par exemple l'artisan se trouve en Allemagne et que le transport d'une table disons, chaîne massif à l'international coûte plus cher. Est-ce que ce sont des coûts que vous absorbez dans le prix du produit? Alors la livraison, c'est un vaste sujet. C'est pas juste une question de coût et de distance, c'est aussi une question de qualité d'emballage, de la manière dont la table va être manipulée, transportée, puis livrée jusque dans le salon de nos clients ou dans les bureaux des entreprises avec lesquelles on travaille. Ce qui est bien, c'est qu'en grandissant et en recentrant notre production autour vraiment des artisans avec lesquels on collabore le plus, on augmente nos volumes et on est capable effectivement de grouper des livraisons et effectivement de trouver des partenaires qui peuvent s'assurer, en qui on a confiance et qui vont chercher chez les artisans les créations. Géraldine le disait, on fait aussi de la livraison directement de l'atelier de l'artisan jusqu'au salon de certains clients pour nos particuliers. Donc oui, c'est complexe, ça coûte cher. On arrive à renégocier un peu un certain nombre de partenariats et avoir des meilleurs prix. Mais aujourd'hui, ça reste presque un des gros enjeux, c'est d'être capable vraiment d'être le plus rapide, au meilleur coût, c'est sûr, mais surtout d'avoir des gens qui portent une attention très particulière à la manière dont les tables vont être livrées et ensuite montées chez le client. Donc c'est un enjeu, on y travaille au quotidien avec l'équipe des opérations chez Formilab. Oui. Oui, c'est vraiment la direction qu'on souhaite prendre avec Formilab. Depuis le début, on a des produits formidables, mais c'est vraiment un axe de développement fort pour nous. On n'est pas une marketplace, on est une marque. On a un style qui est fort, on a un style qui est reconnaissable
et on a toute légitimité à développer nos propres créations. Après, on va continuer à proposer certains designs de nos artisans parce que ce sont des designs qu'on adore, tout simplement. Mais on va de plus en plus développer notre propre gamme, tout simplement parce qu'aussi on a des idées qui plaisent. On l'a testé à plusieurs reprises. On a par exemple notre table guinguette, qui est une superbe table sur roulette avec une arche décorative sur laquelle on peut mettre des petites guirlandes, on peut faire tomber des plantes, etc. Qui est un vrai symbole de notre marque et de ce qu'on veut communiquer à travers nos créations, c'est-à-dire voilà, une table authentique qui procure du bien-être, qui peut être à la fois une table à manger, une table pour travailler. Enfin voilà, on a des modèles clés comme ça qui plaisent énormément et qui nous encouragent à continuer à développer notre offre et surtout voilà, dans tout ce qu'on cherche, on cherche à innover. Donc aujourd'hui, on trouve qu'il y a énormément de choses à faire sur tout ce qui est matériaux naturels, recyclés, recyclables. Et à travers le catalogue work dont je parlais tout à l'heure, on a aussi cherché à innover non seulement au niveau des formats, mais également au niveau des matériaux. On a déniché des matériaux comme du plastique recyclé qui nous permet de faire des plateaux avec des effets terrazzo superbes, colorés, dans l'air du temps et en même temps avec cette possibilité d'utiliser un matériau voué à être enfoui sous la terre et à polluer notre planète pour des plateaux de table. On trouve ça génial. Et voilà, on trouve que le marché du bureau manque quand même cruellement d'originalité et on a vraiment cette ambition d'apporter quelque chose de nouveau. Donc on pense qu'il y a encore énormément de choses à faire pour nous de ce côté-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'une grande partie des clients sont aujourd'hui des entreprises, alors qu'initialement vous avez créé une offre B2C. Comment s'est passée la transition d'une offre pour les particuliers à une offre pour les professionnels ? Finalement, ça a été assez naturel. On s'est pas dit on va faire une offre pour les particuliers, on s'est dit on va faire une offre pour les gens en particulier qui avaient besoin d'une table unique. Mais naturellement, des professionnels sont venus vers nous, alors des architectes qui travaillaient ultimement pour des particuliers et pour qui ça semblait naturel de venir faire chez nous le projet que leurs clients leur avaient confié. Et puis il y a eu rapidement des bureaux pour des tables de salle de réunion, les bureaux des collaborateurs. Géraldine évoquait des tables conviviales autour desquelles on peut se retrouver. Donc on est passé on fait des tables qui sont à la fois des bureaux mais aussi des tables de restaurants. On a beaucoup parlé de bureaux et même si les restaurants souffrent aujourd'hui, c'est une clientèle auquel on tient beaucoup parce qu'ils cherchent aussi à créer des lieux il y a des univers très très forts avec une forte identité. On le voit avec des clients avec lesquels on travaille comme le groupe Big Mama. Enfin, chaque restaurant est vraiment la création d'un lieu unique où les gens ont envie de se retrouver. Donc pour nous, en tout cas, ça s'est fait assez naturellement. En revanche, effectivement, quand on a senti qu'il y avait ce frémissement fort au niveau des professionnels, effectivement, on a fait évoluer l'offre. On l'évoquait sur ensuite des produits plus adaptés, de pouvoir mettre de l'électrification et des boîtiers dans des tables de réunion, etc. Donc il y a des choses qui sont plus spécifiques ou des roulettes au pied pour déplacer plus facilement du mobilier qui sont plus spécifiques aux professionnels. Mais globalement, l'idée c'était à la base de faire des tables autour desquelles on peut se retrouver. Et puis on est venu apporter des produits complémentaires, des chaises, des assises pour les restaurants, des banquettes sur mesure, l'aménagement des néons pour décorer les espaces de travail ou de restauration. Donc voilà, il n'y a pas eu un avant-après. Ce qui est sûr, c'est que nous on a accéléré nos efforts et notre prospection et évidemment notre marketing autour de cette cible professionnelle qui est en recherche de produits, mais aussi de services. Comment on les accompagne dans leurs projets, que ce soit dans le montage, mais aussi dans l'évolution, la maintenance de leur table, etc. Mais donc la transition est faite de manière assez naturelle et aujourd'hui, on arrive assez facilement, encore une fois, à vendre toujours des tables à des particuliers et en même temps des bureaux professionnels sans que ce soit pour nous une complexe à gérer. Mais très clairement, aujourd'hui, les professionnels, c'est 80% du business de Formilab. On a des magnifiques références, on a
livré l'année dernière, en 2019, 220 tables pour le siège de Capgemini. On travaille beaucoup avec les espaces de coworking ou des hôtels 5 étoiles comme le Manali à Courchevel. Donc c'est quelque chose qui s'épanouit naturellement et qui pour nous passe surtout par le fait d'apporter de plus en plus de services et une offre de plus en plus large pour ces clients-là. Mais ça s'est fait plus naturellement qu'on aurait pu le penser. Et si je peux juste rajouter quelque chose, pour nous c'est hyper important de garder les deux aspects B2C, B2B. Déjà parce que la maison nous inspire énormément pour ce qu'on fait également pour les professionnels, puisqu'aujourd'hui on a envie de travailler dans un environnement de bien-être. Home, tout simplement, avec la petite cheminée, le petit canapé. C'est le rêve aujourd'hui pour toutes les entreprises, finalement, de travailler dans un environnement qui ressemble à chez soi. Et finalement, du coup, le fait d'être sur les deux axes nous permet de garder ce lien avec les particuliers, avec la maison, dans lesquels le bien-être, l'aspect cocooning, l'aspect vraiment original, on veut pas forcément avoir la même maison que son voisin, est très important. Et puis Jordan citait en effet des clients qui sont très très différents les uns des autres, mais au sein des professionnels, c'est vrai qu'on adore le fait de pouvoir travailler à la fois avec des Capgemini et des Big Mama. Ça n'a rien à voir évidemment en termes de style. Mais finalement, c'est hyper intéressant que tous ces clients-là recherchent chez nous la même chose, c'est-à-dire une vraie recherche d'authenticité. Ils veulent avoir la possibilité de toucher à des matières qui dégagent quelque chose et pas que du mélaminé blanc, caractéristique des bureaux jusqu'à maintenant. Et je pense que ils se retrouvent tous avec cette envie de faire ressortir, de mettre en scène des créations qui dégagent une âme, qui dégagent quelque chose. Et pour nous, c'est hyper riche de pouvoir travailler avec des clients aussi variés les uns que les autres. Comme il s'agit principalement de mobilier, et donc le prix est forcément plus élevé, surtout que les produits sont faits sur mesure, avec des matériaux de qualité. Qu'en est-il de la rétention ? Avez-vous beaucoup de clients qui reviennent et achètent régulièrement, en B2B ou en B2C ? Effectivement, il y a deux choses. Ce qui est vrai, c'est qu'un particulier qui achète une table n'a pas forcément, et normalement, nos produits étant pérennes, besoin de s'en acheter une autre. On a quand même eu des clients qui, juste parce qu'ils déménageaient, la famille s'agrandissait, un nouvel enfant, une maison plus grande, nous ont demandé de leur refaire un nouveau plateau qui allait les accompagner dans leur vie. Mais effectivement, sur les particuliers, c'est plutôt ensuite de l'achat complémentaire. Ils vont venir ensuite racheter un luminaire, une chaise, ou nous envoyer leurs amis qui ont dîné avec eux autour de leur table. Sur les professionnels, sans rentrer trop dans le détail, mais il y a deux typologies de partenaires. Il y a effectivement, on travaille beaucoup avec des prescripteurs, donc on avait parlé d'architectes, de décorateurs, mais aussi des plus grands groupes qui font de la prescription pour des grands comptes et qui accompagnent les grands comptes dans leurs projets d'aménagement. Donc ces prescripteurs font appel à nous pour leurs différents clients et nous commandent régulièrement des choses. C'est vraiment des partenaires avec lesquels on développe des offres dédiées, avec lesquels on participe main dans la main à des appels d'offres. Donc, il y a de la récurrence via nos clients intermédiaires. Et puis, par leur structure, leur manière de travailler, ouvrent plusieurs lieux, ont des besoins récurrents et effectivement, on travaille avec eux, sur le long terme sur des partenariats. Et vous avez mis en place aussi récemment le leasing responsable qui permet d'avoir un nouveau modèle économique dans l'offre aux clients. Oui, exactement. En fait, la réflexion par rapport au leasing responsable est venue suite à la livraison de nos 220 tables monumentales chez Capgemini, dont parlait Jordan tout à l'heure. On s'est dit, mais si ça se trouve, dans 5 ans, ils vont vouloir déménager. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces magnifiques tables parce que chaque plateau de 4,80 m représentait plusieurs arbres, il faut le dire, et nos plateaux, ils sont hautement recyclables. On peut tout à fait les recouper, les retailler. On peut les poncer s'ils ont un peu vieilli. On peut imaginer plein de choses. Le métal aussi est un matériau hautement recyclable. Et toujours dans cette démarche d'innover, mais aussi d'innover tout en protégeant notre planète, on s'est dit que c'était intéressant de proposer la location longue durée pour nos créations. Le leasing responsable, en gros, l'idée, c'est de permettre à nos clients d'accéder à nos créations artisanales
en échange d'un loyer mensuel pendant des durées de 3 ou 5 ans. Donc ça leur permet aussi de limiter leurs dépenses à un temps T et de contrôler mieux leur trésorerie. Mais surtout pour nous, l'objectif à la fin, c'est en effet de pouvoir soit récupérer leurs créations s'ils n'en ont plus besoin, soit de les twister, de les modifier, de leur reproposer ces créations différemment, ou dans tous les cas de les récupérer et de les recycler dans nos ateliers. Donc l'objectif vraiment pour nous, c'est d'offrir à nos clients un service vraiment en plus qui leur permet de moduler leurs espaces sur un temps de 3, 5 ans ou plus, en fonction de leurs besoins, et de leur offrir toujours notre accompagnement, nos créations qui peuvent s'adapter à leur timing, à leurs nouveaux besoins. Oui, je pense que c'est aussi une offre très adaptée pour les startups qui vont aussi prendre des locaux pendant plusieurs années et qui vont déménager et peut-être avoir besoin par la suite de plus grands bureaux et peut-être changer la déco, leur design d'intérieur. C'est un système plus agile. Nous-mêmes, on le vit. On est une start-up avec une équipe qui a beaucoup évolué depuis 4 ans. Et le jour où on est parti de notre incubateur et qu'on a cherché un local, on s'est dit, mais quelle surface, comment l'aménager. Donc, ce besoin, on le comprend complètement, et c'est toujours très difficile, encore plus en ce moment, de se projeter à dans 5 ans, combien on sera, où on sera, comment on sera. Donc, on a besoin d'agilité et parfois, voilà, ce qu'on peut en tout cas imaginer dans sa vie tous les jours avec sa voiture ou son scooter, on peut aussi l'imaginer avec de l'ameublement. Donc, pour nous, c'est vraiment un service qui fait du sens et qui correspond aux besoins d'aujourd'hui, quoi. Un sujet dont on voulait parler, c'est l'acquisition. J'ai vu que vous étiez très actif sur Pinterest et LinkedIn. Quel est votre meilleur canal d'acquisition aujourd'hui ? Ça évolue un petit peu justement depuis 6 mois, parce qu'on a commencé à être très actif sur Pinterest encore récemment. Avant, c'était plutôt la publicité qu'on faisait sur les réseaux sociaux qui nous amenait du trafic, en plus d'un référencement naturel qui est assez bien, on va dire, et des recherches directes, parce qu'on commence à avoir notre petite notoriété. Mais voilà, petit à petit, en fait, nous, on n'a pas du tout, on dépense très peu d'argent en acquisition. En fait, on en fait juste le minimum syndical pour se faire connaître. Mais voilà, par rapport à notre chiffre d'affaires, finalement, c'est peanuts. Donc, nous, on préfère jouer sur des aspects plutôt naturels. Et Pinterest en est un. Pinterest, en effet, est devenu le premier canal d'acquisition venant des réseaux sociaux. Pourtant, on dépense rien sur Pinterest, donc c'est hyper intéressant de voir la puissance, en effet, de Pinterest pour nous. Et c'est vrai qu'on imagine très bien que ce soit un réseau adapté à ce qu'on fait, puisque c'est hautement visuel. Donc depuis qu'on est beaucoup plus actif sur Pinterest, en effet, c'est devenu notre premier canal d'acquisition. On a à peu près 1 million de vues par mois, donc c'est super. Ensuite, on fait aussi évoluer nos canaux en fonction de nos clients. On fait de plus en plus d'événementiels sur LinkedIn. On anime beaucoup plus notre page LinkedIn qu'on le faisait avant, et on trouve que c'est un canal vraiment très intéressant pour nous, évidemment, puisqu'on a un positionnement très B2B, et ça commence à bien fonctionner. On anime notre page. Alors c'est pas les mêmes choses évidemment qu'on poste sur Pinterest et sur LinkedIn. On est beaucoup plus sur LinkedIn sur des images de réalisation, sur les valeurs qu'on défend, sur des créations nouvelles qu'on peut proposer. Sur Pinterest, ce sera plus de l'inspiration, on va dire. Mais voilà, tous ces réseaux sont complètement complémentaires. Et évidemment, Instagram, aujourd'hui, justement, on vient d'atteindre les 50 000 followers sur Instagram aujourd'hui. Donc, on est ravis. Et Instagram, c'est aussi très important pour nous parce que tout le monde est sur Instagram, parce que aujourd'hui, grâce aux stories, on peut aussi faire vivre l'envers du décor. On fait énormément de stories, et notre notoriété vient quand même énormément d'Instagram. Et vous faites quand même des publicités sur Instagram, sur Pinterest Alors sur Instagram, ça représente rien, quoi. Ça représente rien, et on en fera de moins en moins par rapport à notre chiffre d'affaires, en tout cas. Donc c'est un tout petit budget clairement par rapport à nos concurrents. On n'a pas
on n'a pas énormément investi. Pour nous, ça a vraiment permis de nous faire émerger. Clairement, la publicité, c'est moins un élément essentiel de notre business model finalement. Il s'avère que notre publicité, par exemple, marche beaucoup moins bien depuis 3 mois, justement, et on n'a remarqué aucun changement en termes de vente, bien au contraire. Nos Oui. ventes ont explosé après le confinement. Je pense qu'il y a aussi eu un Et effet. surtout avec le télétravail et les nouveaux produits, donc chacun achète un bureau chez soi. Chacun a très envie d'embellir son intérieur parce qu'il y passe beaucoup de temps. Ça, c'est un effet numéro un. Et puis, je pense qu'il y a quand même un effet aussi, planète, éco-responsabilité. Voilà, tout ça vient de là. Donc, on espère que c'est une dynamique qui va durer dans le temps. Mais voilà, en tout cas, on voit que finalement, il y a eu certainement encore un changement d'algorithme cet été côté Facebook et que ça n'a pas finalement amélioré notre trafic venant des publicités, mais ça n'a rien changé à notre chiffre. Donc, enfin, voilà, on se dit que clairement, on a plus intérêt à travailler sur le référencement naturel et un fort lien avec nos communautés grâce à des posts plutôt qu'à la publicité. Pour conclure, j'aimerais juste vous demander à chacune d'entre vous si vous avez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, quelque chose que vous aurez aimé savoir plus tôt, chez Formila pour développer l'entreprise et qui vous aurait évité peut-être des erreurs? Ce qui est sûr, c'est des questions sur lesquelles on a beaucoup réfléchi avec Géraldine. Je pense qu'il y en a plusieurs des conseils, mais le principal, même il peut sembler un peu galvaudé, mais il est vraiment vrai. C'est vas-y, teste. En fait, confronte-toi au marché. Je pense que on vient de groupes dans notre vie d'avant où effectivement il fallait vérifier, discuter, analyser, tester au sens faire de la recherche marketing et des études consommateurs pour être sûr que vraiment la probabilité de succès soit la plus forte. Et parfois ça marche et parfois il y a des échecs retentissants parce que entre l'idée et l'exécution, il y a tellement de temps qui se passe que la planète a déjà changé. Donc le meilleur conseil qu'on nous ait donné au début, c'est vas-y, teste. On dit fake it until you make it. Mais donc c'est voilà, fais croire que tu as un produit, fais croire que tu as quelque chose, mais en tout cas lance-le et ne te pose pas trop de questions. Et ensuite, sois agile. C'est-à-dire si tu penses que ça ne marche pas, si tu vois que ça ne marche pas, rebondis, pivote. Cette nécessité de se lancer entre guillemets vite, d'écouter le terrain, de réagir, mais de pas se poser trop de questions parce que quand on se pose des questions, on se fige et il y aurait eu tellement de bonnes raisons de pas le faire parce que c'est des risques pour nous, pour nos familles, on avait des situations qui étaient certainement très confortables. Si on s'était posé beaucoup de questions, on l'aurait peut-être pas fait. Et Dieu sait que 4 ans après, on n'a aucun regret. Donc allez-y les entrepreneurs, testez votre idée et puis voyez ce que ça donne. Oui, c'est important de se lancer et de ne pas forcément attendre d'avoir le produit parfait, le modèle de business parfait. Il faut juste se lancer. D'ailleurs, ma devise préférée en ce moment, c'est Start before you're ready. Donc, commencer avant d'être prêt. Ce qui compte, c'est vraiment de se lancer et ensuite, il faut tester. Comme vous le dites, c'est le plus important. Exactement. Oui, et puis après, on a eu notre propre façon d'évoluer, peut-être un peu différente de la Startup Nation dont on entend parler aussi, mais on a fait des choses avec toujours en tête la rentabilité depuis le début avec Jordan. On a été du coup assez lent avant d'embaucher, etc. Ça, on ne regrette pas non plus. Après, on a fini par faire une levée de fonds qui nous a permis d'aller plus vite, d'accélérer, et on ne le regrette pas non plus. On a pu aussi embaucher pas mal de CDI suite à cette levée de fonds, et c'était hyper important pour nous de construire une équipe pérenne dans le temps, etc. Mais c'est vrai que voilà, on pouvait avoir l'air assez prudente au départ, mais on le regrette pas. Finalement, on a toujours cherché la rentabilité, on a beaucoup limité les dépenses, et ça permet aussi d'être face à la réalité. Voilà. En fait, on n'a pas de grosses décisions qu'on regrette, je pense pas. On a beaucoup discuté avec Jordan, on n'a pas toujours été d'accord, mais je pense qu'à la fin de tout ça, nos discussions ont plutôt abouti à prendre les bonnes décisions. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de se lancer à deux.
parce que ça permet de confronter ses idées et finalement de prendre les meilleures. En tout cas, on n'en regrette pas de grandes décisions. Évidemment, il y a plein de choses qu'on peut corriger au jour le jour. On n'a pas d'erreur, mais voilà, on n'a rien fait de très grave en tout cas. Merci pour ce conseil. On arrive à la fin de l'épisode. Donc, merci beaucoup Géraldine et Jordan pour votre temps. Et pour ceux qui nous écoutent, sur quels réseaux sociaux ou le site on peut suivre Formilab et en savoir plus? C'est sur formilab.com, le site, FORMELAB, et puis effectivement sur Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, etc. Vous trouverez facilement les liens pour nous suivre et voilà. Et n'hésitez pas à nous remonter quoi que ce soit qui pourrait vous plaire, vous surprendre. On est toujours très très à l'écoute de ce que les gens nous disent, et ça c'est hyper important aussi. Et d'ailleurs, on lance un nouveau site internet d'ici la fin de l'année. Et on espère vous y voir nombreux. L'expérience sera encore plus intéressante puisque sur chaque produit, on aura vraiment la possibilité de voir une 3D en temps réel et encore plus de projections, d'outils pour nos partenaires professionnels, voilà, pour qu'ils fassent indépendamment des 3D avec nos produits par exemple. Donc ça c'est une grosse évolution pour nous, avec un site qui va être aussi lancé à l'international en 2021. Parce qu'on a toute légitimité à proposer également nos produits à l'étranger. En tout cas, on a hâte de voir la nouvelle version du site et les fonctionnalités 3D. C'est pour bientôt, de ce que je comprends. Donc, on va tenir nos auditeurs au courant. Et on mettra bien sûr tous ces liens dans la description de l'épisode. Encore merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Vous retrouverez le site du podcast sur e-commercegeeks.fr où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On partage régulièrement des conseils et des astuces en e-commerce. Alors si vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour développer votre e-commerce, que votre chiffre d'affaires a atteint un plateau ou que trop de visiteurs viennent sur votre site et repartent sans acheter, ou tout simplement que vous avez besoin d'un avis extérieur sur les freins à l'achat sur votre site, c'est exactement notre métier de vous accompagner. Nous avons créé un programme de coaching développé spécifiquement pour les e-commerçants qui ont des difficultés à développer les ventes de leur site e-commerce. On vous aide à identifier les stratégies exactes que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs de vente, mais aussi, et c'est très important, ce qu'il faut arrêter de faire pour avancer plus vite. Alors nous répondons à toutes vos questions et on trouve ensemble des solutions à vos plus grands challenges. Alors si ça vous parle, le programme est fait pour vous. On vous donne rendez-vous sur la page e-commercegeeks.fr/coaching. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, à très vite.